Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Mylène, l'auteure de la chaîne Les Défis des Fisaines et dans cette nouvelle vidéo, je voudrais partager avec vous une rencontre inspirante que j'ai faite il y a quelques temps. Il ne le sait pas d'ailleurs forcément parce qu'on n'a pas beaucoup échangé avant cette vidéo et il s'agit de Julien Perron. Alors Julien Perron qui est fondateur du site Néo Bien-être et du festival de l'école de la vie. C'est oui, ça, l'école de la vie, qui est également créateur d'une série documentaire, on pourrait l'appeler comme ça, ou d'un film inspirant sur la question du bonheur, qui a une chaîne également YouTube. Je vous fais un portrait très rapide, mais bon, il va se présenter mieux que moi. Vous le connaissez d'ailleurs peut-être. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment échanger avec lui sur les choses qui lui tiennent à cœur et puis essayer de voir ensemble ce qu'on pourrait faire pour participer un petit peu, on parlait de ces petites graines du bonheur, participer un petit peu à ce mouvement positif, ce qu'on peut apprendre par exemple à nos enfants, ce qu'on peut faire au quotidien pour, on va dire, semer un petit peu la joie, pour cultiver l'optimisme, cultiver le bonheur, voilà, ces habitudes gagnantes qui me tiennent à cœur et puis toujours dans cette optique d'essayer de vous inspirer un maximum. Donc déjà, bonjour Julien. Bonjour. Merci à toi d'avoir accepté cette interview. Merci à toi. Je me lance dans une série d'interviews inspirantes et puis tu es le premier, tu vois, Génial. que j'ai choisi sur cette liste. C'est l'honneur. Voilà, le grand honneur d'être le premier. Je ne sais pas si c'est un honneur, en tout cas ça me fait vraiment hyper plaisir parce que j'admire beaucoup ce que tu fais et Merci. je trouve très important qu'on diffuse, tu vois, de participer un petit peu à la diffusion de tout ça. Donc c'est vrai que moi, j'ai beaucoup parlé de moi jusqu'à maintenant dans mon blog et puis je pense qu'à un moment donné, c'est important de relayer aussi les messages des autres parce qu'en fait, un même message, parfois on a besoin de l'entendre 10 fois de façon différente pour qu'il soit intégré, pour qu'il crée un petit déclic. Complètement. Et moi, la notion de déclic m'importe beaucoup. Donc, pour commencer tout de suite, Julien, bien sûr, est-ce que tu peux te décrire un petit peu mieux que je l'ai fait et nous dire quelle est la cause aujourd'hui ou les causes que tu défends, les choses qui te tiennent vraiment à cœur. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Je trouve que tu t'es quand même bien débrouillé pour me présenter, parce que c'est toujours un peu long, je trouve, une présentation, on a un parcours de vie, je trouve, qui est hyper intéressant, tous. Moi, je dis très souvent, tu arrêtes quelqu'un dans la rue et tu t'intéresses à lui pour connaître son parcours de vie, et on a tous des parcours qui sont extraordinaires. Alors, pour être très synthétique, moi, j'ai commencé ma vie, comme tout le monde, donc, dans une école, évidemment. Et en fait, pour moi, l'école a été un peu particulière parce que j'étais dyslexique et dysorthographique. Et donc, du coup, j'ai 39 ans à l'heure d'aujourd'hui. J'ai vécu à cette époque une espèce d'incompréhension parce que tu ne rentres pas dans le moule et que tu n'es pas comme tout le monde. Et ça m'a amené assez tôt à me poser beaucoup de questions et à m'intéresser à moi et à l'univers qui m'entoure, mais de façon très large. Donc l'univers dans le sens univers, le système solaire, etc., mais aussi le monde dans lequel on vit, donc le système politique, économique, environnemental, enfin tout, quoi. Et j'ai eu cette chance d'avoir une mère et un père qui est quand même très ouvert et très orienté autour de ces thématiques. Et donc du coup, ça m'a amené à dégager une sensibilité autour du développement personnel et des médecines alternatives assez tôt. Ce qui fait qu'à l'âge de 10 ans, je pars un mois aux États-Unis dans le cadre d'un programme scolaire et je découvre évidemment un pays, une façon de voyager. C'était la première fois que je prenais l'avion, donc extraordinaire. Je découvre tout un monde nouveau finalement et ça génère mon premier déclic. Je reviens de là et j'ai une soif mais incommensurable de découvrir le monde. Et mes parents font preuve de beaucoup d'ouverture parce qu'ils me soutiennent en gros dans cette démarche. Ce qui fait qu'assez rapidement, je trouve des petits boulots, je mets de l'argent de côté et je commence à voyager. Et pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, c'est le meilleur outil en développement personnel. Donc je voyage depuis 25 ans à travers le monde et donc ça m'a amené à découvrir évidemment beaucoup de choses. Ah oui, incroyable. Donc dès l'adolescence, dès 14-15 ans, tu dis 25 ans que… Oui, c'est ça. Ah ouais, c'est fou. D'accord. Et donc le voyage m'a apporté beaucoup d'éléments de réponse parce que je pensais que intuitivement, j'aurais pas les éléments de réponse à l'école, mais que je le découvrirais dans la vie. Et donc les voyages, et ça continue encore à l'heure d'aujourd'hui à me former très clairement, ça fait partie de mon équilibre. C'est comme une espèce de formation continue en réalité pour moi. Et donc du coup tout ça, ça m'a amené à un moment donné à l'âge de 23 ans à créer mon entreprise. J'étais dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés au 6e étage sans ascenseur, c'est important, pendant 10 ans. Et donc à cette époque, j'ai eu une idée, c'était de présenter ma façon de voyager, ma façon de découvrir un pays. Et en réalité à l'époque, on a créé un marché, on a créé le marché du tourisme éco-responsable. Et 4 ans après, on a créé Néo Bien-être, qui est l'agence de communication qui est dédiée aux thérapeutes et aux professionnels du bien-être,
qui organise en co-organisation avec Atypique Fanny le festival pour l'école de la vie à Montpellier et qui développe plein de choses aussi. Donc comme c'est une agence de communication, on fait de l'événementiel, on accompagne les professionnels à se développer et on essaye de mettre en avant et de sensibiliser tout ce champ que peut être le monde du développement personnel dans son champ le plus global. Et l'éducation, évidemment, en fait partie. D'accord. L'éducation, ça me touche, comme tu l'as compris, comme j'étais un enfant différent, c'était un peu compliqué, même si j'ai transformé les choses au sein de l'école, plutôt je me suis amusé en réalité. J'ai eu, je pense, cette intelligence quelque part d'en faire un côté positif, d'être différent. Et donc du coup, depuis 5 ans, je mobilise mes énergies justement autour de l'éducation, parce qu'à chaque fois que je reviens d'un pays, à chaque fois, je me dis, mais tout part de l'éducation. Si on veut un monde meilleur, si on veut une planète différente, si on veut avancer dans le bon sens, tout part de là, tout part de l'éducation et c'est valable dans tous les pays. Ouais. Et donc du coup, je me dis, s'il y a vraiment de l'énergie à consacrer, c'est vraiment autour de ça et donc du coup, à accompagner nos enfants, plutôt à être, plutôt qu'à avoir. Voilà, pour essayer de faire court, parce qu'il y a tellement d'autres choses. D'accord, ok. Alors, donc là, du coup, tu as bien centré ta présentation, donc vraiment sur cette notion d'éducation. Tu as déjà répondu, j'ai envie de dire, à une de mes questions. Du coup, je vais te la poser maintenant, je pense que ce sera plus pertinent, on va dire. C'était, est-ce qu'il y a eu chez toi un déclic? Je pense que donc, du coup, tu en as parlé. On va dire un avant, un après. Est-ce que tu étais parti dans une direction, tu t'es aperçu que tu te trompais, tu as changé? Est-ce que du coup, j'ai l'impression que ça a été plutôt continu dans ton parcours parce que tu as une éducation qui déjà… et puis tu as eu ce problème du coup, enfin cette différence, cette dyslexie dont tu parles, qui du coup t'ont incité à aller dans cette voie. Donc est-ce que tu penses que pour toi, il y a eu à un moment donné un déclic ou est-ce que vraiment les choses sont faites de manière très continue et naturelle? J'ai eu plein de déclics. C'est vraiment multifactoriel. Un des premiers déclics, c'est ce voyage à l'âge de 10 ans aux États-Unis, extraordinaire. Incroyable de vivre cette expérience. Un autre déclic, ça a été encore un voyage, mais cette fois-ci en Égypte. Et pareil, là j'étais jeune, je devais avoir 16 ou 17 ans. Et là je découvre un pan de l'histoire qu'on ne nous a pas appris à l'école. Je découvre une civilisation qui est 3-4 000 ans avant Jésus-Christ a créé quelque chose d'extraordinaire. Et on nous fait croire que ça a été créé avec… une petite pierre et des rudiments quoi, en gros. Et donc du coup ça a aiguisé encore plus ma curiosité alors que je suis déjà quelqu'un de curieux et je me suis dit non mais c'est pas possible quoi. Il y a quelque chose qu'on nous a pas dit. Donc quand je suis revenu de ce voyage, je me suis intéressé à l'Égypte et en s'intéressant à l'Égypte, on s'intéresse à l'histoire et donc j'ai découvert plein de choses dans les livres, des choses qu'on nous apprend pas à l'école. Et donc du coup ça a remis en question totalement, mais alors complètement le système dans lequel on vit quoi. Et donc du coup je me suis intéressé après à plein d'autres choses. Et ensuite, ça a été vraiment multifactoriel, la découverte d'un livre à l'époque. Donc comme je disais, j'ai 39 ans, mais à l'époque, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, il y avait peut-être une dizaine de livres. Et ça a été La prophétie des Andes, qui pour moi, en fait, a marqué, a ouvert un champ, parce que ça a confirmé plein de choses que je pensais ou que je disais autour de moi, mais que personne n'entendait ou me comprenait. Et d'un coup, j'avais un gars qui mettait sur un bouquin tout ce que je ressentais et tout ce que je pensais. Et je me suis dit, waouh, c'est génial, en fait, je ne suis pas seul. D'accord. Les déclics sont souvent les rencontres, tu vois, que ce soit des rencontres réelles, rencontres avec un livre, en tout cas les messages d'autres personnes. Ce qui vient aussi un petit peu conforter ce qu'on se disait avant cette interview en off, c'est l'importance de participer à cette diffusion de messages, parce que des fois, il y a des choses, on nous les dit d'une certaine façon, ça ne nous touche pas. Et une autre personne va dire à peu près la même chose, mais les mots vont être différents, l'énergie va être différente. Et là, ça va faire vraiment, ça va résonner en nous et ça va vraiment entraîner quelque chose. On reparlera de ce bouquin si tu veux bien après, parce que ça fait aussi partie des choses des questions que j'ai envie de voir avec toi, parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Moi aussi, mon déclic, ça a été un livre, en partie, il y en a eu beaucoup, mais un livre dont je parle souvent. Donc voilà, on reviendra là-dessus. Du coup, je voudrais, si tu veux bien, reparler de ce voyage, enfin de tous ces voyages que tu as fait à travers le monde, avec cette question en tête, cette question du bonheur. Alors, c'est vrai que j'ai creusé un petit peu avant de faire cette interview, donc j'ai lu l'histoire dont tu parles, savoir que tu étais en voyage au Canada et puis que tu as discuté avec ton hôte parce qu'il faisait un temps catastrophique dehors et que vous avez en gros annulé les balades que vous deviez faire. Et là, tu as eu une conversation, un peu déclic aussi à ce moment-là, à échanger sur le bonheur. Tu as trouvé le message de ton hôte hyper inspirant et tu t'es dit tiens, je vais poser cette question à combien 1500, 2000 personnes dans le monde. 1500, donc tu peux nous parler déjà de ce projet que je trouve quand même assez génial. C'est comme beaucoup de choses que je mets en place au sein de mes activités depuis 15 ans. J'ai la particularité d'être un chef d'entreprise qui suit son intuition. Et je dis la particularité parce que j'ai le sentiment qu'il n'y a pas beaucoup de chefs d'entreprise en France qui fonctionnent de cette façon. Parce que c'est particulier de développer une entreprise
sous l'égide de l'intuition. Ouais. Et donc, j'étais au Canada, on organisait une rencontre justement professionnelle pour les thérapeutes à Montréal. Et j'avais décidé de rester un mois. Et effectivement, j'ai rencontré cette personne, on a parlé du bonheur. Et c'est en regardant cette vidéo, je me suis dit, waouh, mais c'est juste merveilleux. Et un de mes canaux intuitifs, moi, c'est les frissons. D'accord. Et quand j'ai des frissons, généralement, c'est bon signe. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, allez, je vais continuer. Il me reste encore 3 semaines au Canada. Je rencontre plein de monde, donc je vais leur poser la question pour ceux qui ont envie de répondre. Et puis, on verra ce que ça donne. Et d'abord, sous ma casquette de chef d'entreprise et d'homme communicant, j'ai trouvé le format génial. Et je me suis dit, ouais, c'est super, c'est un autre bon canal pour semer des graines, pour inspirer peut-être des gens à réfléchir à cette question. Donc on a commencé à la diffuser sur les réseaux sociaux, sur notre site internet, etc. Et puis progressivement, j'ai fait le pont. C'est la particularité des dyslexiques, c'est qu'on est obligé de créer des ponts dans nos têtes pour arriver à une solution. Et en réalité, quand tu es chef d'entreprise, c'est magique parce que du coup, tu crées des ponts avec des choses auxquelles une autre personne n'aurait absolument pas pensé. Et du coup, je me suis dit, pragmatiquement, que je me déplaçais déjà 6 mois de l'année dans mes activités, donc autant profiter de mes déplacements pour interviewer la population. Et donc ça a duré bien 1 an, j'ai interviewé la population un petit peu partout en France, dans d'autres pays aussi à l'étranger, et au bout d'un moment donné, j'ai eu cette idée, je ne sais plus comment ça arrivé d'ailleurs, de me dire, bah tiens, je vais partir à vélo, et je vais faire Nantes-Biarritz à vélo, et je vais interviewer la population sur mon trajet et je vais demander à des internautes de m'accompagner et de m'aider à interviewer les gens. Et on a vécu une histoire humaine mais juste dingue. On était portés par le bonheur, enfin, c'était dingue quoi, humainement. Et suite à ça, je me suis dit que j'avais déjà beaucoup d'interviews de la population, de thérapeutes, de professionnels du bien-être, et il me manquait des spécialistes. Parce que plus j'avançais et plus je trouvais qu'à chaque fois, une définition était différente d'une autre. Et donc spontanément, je me suis dit, mais en fait, on est 7 milliards, il y a probablement 7 milliards de définitions. Oui, c'est le sous-titre d'ailleurs du DVD. Du coup. Donc du coup, je me suis dit, je vais aller voir des spécialistes, des gens qui sont spécialistes, je sais pas, des scientifiques, des écrivains, des philosophes, pas forcément sur le bonheur, hein, mais des spécialistes, pour voir si eux, ils ont une réponse spécifique en tant que spécialiste autour de cette question. Et finalement, ça a continué à résonner en moi en me disant, finalement, c'est toujours 7 milliards d'individus, 7 milliards de définitions. Et en fait, ça a duré pendant 4 ans. Et au bout de 4 ans, je me suis dit, bon, écoute, Julien, là, tu as 300 heures de rush. Tu as interviewé 1500 personnes. 1500, c'est énorme. C'est énorme. C'est gigantesque. J'ai fait 25 pays, je crois, de mémoire. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, essaye d'en faire un film. Je ne suis pas producteur, je ne suis pas réalisateur de film. Mais je me suis dit, tiens, je vais me challenger et je vais essayer d'en faire un film. Comme je bidouillais déjà un petit peu à publier des vidéos sur YouTube, je me suis dit, bon, allez, j'ai une petite base, on va voir ce que ça donne. J'ai essayé pendant 2-3 semaines et en fait, je me suis dit, bon, c'est pas mon métier, ça va être trop compliqué, il faut que je rencontre quelqu'un pour qui c'est réellement le métier. Et puis, les synchronicités de la vie, ça, c'est une grande histoire de ma vie aussi. Les synchronicités ont fait que j'ai rencontré Laurent Queyrat. Laurent Queyrat qui est passionné de cinéma depuis une quinzaine d'années et qui a résonné avec le film, qui d'ailleurs, pour l'anecdote, c'était marrant, avait déjà fait un petit court-métrage autour du bonheur, donc évidemment, ça a bien résonné pour lui. Et donc lui s'est occupé du montage du film. Et puis à un moment donné, Sarah Prévost, qui s'occupait de la musique du film, est arrivée aussi par synchronicité. Elle suivait les activités de Néo Bien-être, elle trouvait ça génial. Elle trouvait que les vidéos de drone que je publiais étaient magnifiques et elle aurait bien aimé les habiller de musique. Et je lui ai dit, écoute, tu arrives vraiment au bon moment parce qu'on cherche quelqu'un pour faire la musique du film. Ah oui, parfait. Et elle a raisonné et puis voilà, elle nous a fait une musique formidable. Enfin, voilà, c'est une histoire qui est dingue. Je me rappelle petit, j'étais cinéphile, donc j'allais très souvent au cinéma. Et souvent, je m'imaginais devant en fait, la scène en train de présenter un film. Mais c'était amusant. Et je me disais, ça serait génial un jour de présenter un film qui soit inspirant pour les gens. Et j'aurais jamais imaginé qu'on puisse faire 300 000 spectateurs, 350 salles de cinéma, avec un budget qui est dérisoire, parce que ça a été fait sans équipe de tournage, seul. Et ça, c'est possible. Donc je me dis que c'est inspirant pour les gens qui nous écoutent, parce que en partant de rien, on peut réussir à faire quelque chose qui est juste formidable. Donc là, ça ouvre le champ des possibles. Je parle souvent de cette expression du champ des possibles. Il y a souvent beaucoup de choses qui nous paraissent impossibles. Et puis en réalité, quand on les décompose, quand on commence à se lancer, quand on en parle autour de soi, on s'aperçoit qu'en fait, il y a plein de choses qui sont envisageables. Et je trouve ça génial, moi, d'ouvrir ce champ des possibles. J'adore cette expression. Et
Et voilà, je trouve que c'est super pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Du coup, moi, ce que j'aurais aimé te poser comme question, et je sais que c'est une question piège quand on a interviewé 1500 personnes, c'est te dire, est-ce qu'il y a une rencontre parmi toutes ces rencontres que tu as faites, une réponse qu'on t'a donnée, une énergie qui est passée, quelque chose de particulier qui pour toi voilà, reste ancré, tu vois, un peu plus profondément que les autres, ou se distingue des autres, t'interpelle, ou est-ce qu'il y en a une qui ressort que tu pourrais nous partager? C'est vrai que c'est compliqué, ouais. Mais Alexandre Jolien, il m'a quand même bien marqué. Ouais. Alexandre Jolien, ça a été donc c'était une rencontre sur Skype, c'était une interview sur Skype, parce qu'il était à Séoul. Et ouais, ce gars-là, il m'a vraiment interloqué. En fait, on discute beaucoup avant et après les interviews. Et je sais pas, l'équivalent peut-être d'une heure, une heure et demie, on a beaucoup de choses à se dire. En tout cas, j'ai remarqué à l'époque, c'était curieux, on avait vraiment beaucoup de choses à se dire avec les interviewés. Et ouais, dans ce qu'il est, dans sa profondeur, dans sa finesse, dans ce qu'il incarne, dans tous les textes qu'il a écrits, waouh, et tu dis juste merci, quoi. Merci d'être là, merci d'exister, merci de transmettre tout ça. Tout à l'heure en off, on parlait justement de semer des graines, mais c'est juste dingue. Enfin, moi, je trouve qu'il est très très inspirant. Et après, dans le lot aussi, il y a d'autres acteurs qui m'ont inspiré. Je pense à Philippe Croison, qui n'a plus de membres, donc plus de jambes et plus de bras, et qui réalise des exploits mais partout dans le monde, mais des exploits qu'un être humain classique, j'ai envie de dire, ne ferait pas, quoi. Parce que peut-être qu'il se poserait trop de questions, qu'il se dirait non, c'est juste impossible. Et quand tu discutes avec Philippe, il te rappelle quand même que lui, avant cet accident, c'était un mec comme toi et moi, famille classique, job classique, la vie tourne, tout va bien quelque part, pas sportif pour un clou. Du jour au lendemain, il a cet accident. Qu'est-ce qu'il fait de ça? Il se surpasse quelque part, quoi. Il le transforme en quelque chose de positif. Et il devient un être extraordinaire, entre guillemets, quoi. En tout cas pour les autres. Et il dit, et c'est pas le seul, que s'il n'avait pas eu cet accident, il ne serait pas l'homme qu'il est aujourd'hui, quoi. Donc ça pointe du doigt qu'on est tous capables de réaliser des choses extraordinaires, enfin qu'on qualifie d'extraordinaires, alors qu'en réalité, c'est une capacité qu'on a tous en nous, quoi. Et pour moi, ça peut être des déclencheurs de déclic, justement, ces gens-là. Quand toi, tu te plains dans ton quotidien pour des broutilles et que tu t'es confronté à cette réalité, et ben ouais, je trouve que c'est des gens qui sont super inspirants. Et c'est très parlant, c'est vrai. Moi, je trouve l'inspiration, je le disais tout à l'heure, ça vient souvent des rencontres. C'est-à-dire que le côté, il faut positiver quand on a une difficulté, des crises naissent les opportunités, ça reste souvent des mots. Et être en face d'une personne comme celle-là, avoir un échange avec Alexandre Jolien ou l'acteur ensuite dont tu nous parles. Philippe Croison, c'est tellement plus parlant, quoi. Ça fait vibrer quelque chose, ça fait résonner. On est un peu sur un autre registre, quoi. Il y a d'un côté le discours logique et puis de l'autre côté, il y a autre chose, il y a l'émotion sûrement qui entre en jeu et c'est hyper important. Merci d'avoir fait l'effort de réfléchir à essayer de sortir de ces 1500 interviews, une ou deux interviews comme ça, clés, rencontres clés. Il y a une chose que j'aimerais maintenant te demander. Donc c'est vrai que le thème de ce film que tu as fait, de ces interviews, parce qu'on ne l'a pas dit très clairement, c'est quoi le bonheur d'après vous? C'est quoi le bonheur pour vous? C'est quoi le bonheur pour vous? Donc c'est la formulation. Et du coup, je ne vais pas te poser la question comme ça, mais je te dirais, est-ce que pour toi, de toutes ces interviews, tu pourrais nous dire s'il existe un mot qui décrit pour toi le mieux le bonheur, qui est le plus clé du bonheur, pas facile, ça. Non, c'est dur. Elles sont dures, ces questions. J'étais super en forme quand j'ai réfléchi à ça. Mais si, il y en a une qui me vient à l'esprit, c'est l'amour. L'amour. C'est l'amour, très clairement. Oui, non, c'est l'amour, c'est sûr et certain. Parce que si on regarde bien, si on prend du recul sur notre société, elle est régie par la peur et l'amour. Et la clé, c'est vraiment l'amour. C'est un peu comme l'éducation, quelque part. Si on concentre nos énergies autour de l'amour, c'est bon, quoi. C'est comme si on résolvait l'équation. Et peut-être que si ça avait un mot qui qualifierait le bonheur, je crois que c'est l'amour. D'accord, super, merci. Je t'en prie. Je voudrais maintenant te poser une question. Comme je sais que tu as donc créé tu as en projet de créer une école de la vie, que du coup tu crées des festivals, donc 4e édition du festival cette année de l'école de la vie. C'est la formulation exacte. Je voudrais justement te poser une question. Donc, tu as dit que quand tu as fait tes interviews, tu t'es aperçu bien vite que la clé, c'était d'enseigner aux enfants, aux tout petits, toutes ces choses-là. Forcément, c'est les graines de l'avenir, les graines du futur. Est-ce que, d'après toi, qu'est-ce que tu as réussi à identifier comme chose qu'on devrait enseigner à nos enfants? Nous, en tant que parents, par exemple, quel rôle est-ce qu'on peut jouer par rapport à nos enfants ou bien les personnes qui sont dans l'éducation, qui nous regardent ou même tout un chacun, tu vois, pour information? Qu'est-ce que d'après toi on devrait enseigner aux enfants qu'on n'enseigne pas aujourd'hui?
et qui du coup pourrait changer la donne pour l'avenir? Parce qu'il y a une chose, deux choses, trois choses, tu vois, des choses qui tellement viennent. de choses. Ouais. Il y a tellement de choses. Ouais. Déjà, dans ce que tu dis, j'entends le mot enseigner, et la réalité, c'est qu'on ne devrait pas enseigner. D'accord. La réalité, c'est qu'on devrait plutôt accompagner. Parce qu'on a déjà, en fait, tout en nous, en tant qu'individu, donc je parle de la naissance. C'est comme si on avait déjà tout le bagage nécessaire, donc je parle d'altruisme, de bienveillance, de coopération, etc. Qu'on avait cette curiosité du monde, cette curiosité de découvrir, d'apprendre, tout ça, tous ces mécanismes, on les a déjà naturellement. Et je pense que l'un des postulats de départ, ce serait d'être plutôt dans l'observation et dans l'accompagnement. Donc d'accompagner l'enfant vraiment tel qu'il est. Parce que, mine de rien, on est quand même différents. On est certes des êtres humains, mais on est différents dans notre méthodologie d'apprentissage. Bien sûr, tu en as fait l'expérience. Mais complètement. Bien sûr. Et donc, on a tout intérêt à accompagner les enfants vers ce qu'ils sont profondément, leur façon d'apprendre. Qu'est-ce qui les fait vibrer, vers quoi ils ont envie de tendre, quelles sont leurs valeurs, leurs goûts, leurs couleurs. Parce que là, une fois de plus, on est tous différents aussi à ce niveau-là. Donc, dans un premier postulat, je pense que c'est vraiment l'observation et l'accompagnement de l'enfant. Donc ça change évidemment notre méthodologie actuelle, parce qu'on n'est pas vraiment dans cette méthodologie, on est plus dans tu t'assois et tu m'écoutes, parce que je suis que ce soit à l'école ou à la maison d'ailleurs. Exactement, parce qu'on se place en tant qu'adulte comme une autorité, comme un puits de savoir, alors que ça devrait être plutôt l'inverse, on devrait faire remonter le savoir de l'enfant vers nous et l'accompagner vers ce qu'il a envie d'aller justement. Alors c'est peut-être facile à dire. Hein. Tu as lu dans mes yeux que je ressentais une grande difficulté. C'est peut-être pas forcément simple à mettre en pratique, mais ceci dit, il y a déjà des centaines de milliers de professionnels qui le mettent en pratique. Que ce soit au sein de l'éducation nationale, au sein des écoles alternatives, mais au sein aussi de parents qui évidemment ont conscience de tout ça et qui essayent au fur et à mesure d'accompagner leurs enfants de manière un peu différente. Donc tout ça, c'est en train de changer. Et donc peut-être voilà, le premier postulat, ça serait ça. Et après, il y a tout ce qui est tout le champ du développement personnel, d'accompagner l'enfant vraiment dans ce qu'il est profondément. Donc évidemment, l'altruisme, c'est très important. On parle de communication non violente, la CNV aussi. Pourquoi pas la méditation, le yoga, apprendre à se connaître, apprendre à gérer nos émotions. En fait, finalement, ça serait plutôt de découvrir qui on est réellement le plus tôt possible et de tendre vers ce qui nous attire le plus possible pour apporter ce qu'il y a de mieux à la population et donc du coup à la planète. Oui, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Moi, c'est vrai que dans le travail que je peux faire avec mes clientes au quotidien, il y a toujours cette notion de revenir à l'enfance. Super. Donc c'est vrai qu'on parle de développement personnel et quelque part c'est un peu aussi enlever les couches qu'on a rajoutées pour retrouver un peu l'essence, retrouver ce qu'on aimait spontanément faire enfant, retrouver... donc tu dirais toi que notre nature elle est fondamentalement bonne mais complètement, en tant qu'être humain. Complètement. Et abat les faux clichés parce que c'est pareil, si tu accordes beaucoup d'importance aux médias, je pense à la télé et peut-être à beaucoup de magazines ou journaux qui ont des titres très négatifs et un contenu qui est assez négatif. Si tu prêtes attention à ça, dans ta tête, tu as l'impression que le monde est un peu comme ça. Mais la réalité du terrain, c'est tout l'inverse. D'où la nécessité de voyager, d'aller se confronter à d'autres cultures, à d'autres pays pour aller voir de toi-même, de vivre de ton expérience ce qui se passe réellement sur place. Et c'est complètement différent. Moi, je ne rencontre que des gens humains, que des bonnes personnes. Et ça m'arrive plein de fois de dormir seul en forêt, par exemple. Ça pourrait faire peur à beaucoup de gens. Ça me fait peur. Ben oui, voilà, tu vois. Je vais te dire, ah là, mon Dieu, il va y avoir des tigres, des serpents. Par exemple, ou quelqu'un qui va venir m'agresser, etc. Alors que non, tu es juste avec des animaux. Les animaux, ils te veulent que du bien. Il y a plein de choses comme ça. Si tu toques à une porte dans un voyage et que tu as soif ou que tu as faim, généralement, les gens quand même vont t'ouvrir leur porte, ils vont être bienveillants. Donc il y a plein de faux clichés sur notre planète et comment elle est constituée, sur notamment la constituante même de l'être humain, comme quoi c'est peut-être quelqu'un de mauvais. Mais la réalité, c'est que non, on est vraiment animé de bienveillance. Par contre, il faut faire le premier pas et aller discuter avec les gens. Ça, c'est important. Parce qu'elle a peur. Exactement. On va parler, c'est un peu, on a une face lumineuse, une face obscure. Il y a cette peur aussi, donc cultiver en fait la facette lumineuse, on pourrait dire quelque part. L'amour. L'amour de l'autre, l'amour de soi, l'amour des siens. D'accord. Donc enseigner à nos enfants, donc tu l'as bien dit, apprendre à se connaître, revenir à soi, plutôt, j'ai dit enseigner, j'ai senti que tu y avais. Donc accompagner nos enfants, donc à revenir à eux, à s'écouter, à se recentrer sur eux et puis les accompagner donc à s'éveiller en leur apprenant à cultiver, on va dire, cette partie lumineuse d'eux-mêmes plutôt que cette partie sombre, obscure. Et du coup, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Est-ce que tu as une ou deux choses? Ça veut dire qu'en tant que parent, donc tu suggères quoi par exemple? L'éducation nationale, elle fait aussi ce qu'elle peut. Exactement. Il y a beaucoup de contraintes. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent? C'est d'être un maximum ouvert déjà.
déjà, de se laisser le champ des possibles, comme on l'évoquait. Je crois que l'ouverture d'esprit est vraiment très importante et la curiosité aussi. C'est-à-dire qu'on devrait développer la curiosité, cette espèce aussi de champ des possibles, se dire bah ouais, pourquoi pas, la patience et la persévérance. Ah, la patience. Ce sont des notions mais vraiment fondamentales. Et donc du coup, à partir du moment où on se laisse le champ des possibles et qu'on est ouvert et qu'on commence à se renseigner, on découvre justement le champ des possibles. C'est un peu comme la boîte de Pandore, quoi. À partir du moment où tu l'ouvres, tu t'aperçois que derrière, il y a un champ qui est gigantesque. Et donc la réalité du terrain, c'est qu'il y a des centaines de milliers de professionnels qui sont là pour nous accompagner, pour accompagner les parents, pour accompagner les enseignants, pour accompagner les enfants. C'est énorme. À tel point que nous, on a fait un film. Ce film, il va passer en avant-première là, au Festival pour l'école de la vie. Il s'appelle L'école de la vie, une génération pour tout changer. On a rencontré que 120 acteurs en France, je dis bien que parce qu'il y en a des centaines de milliers, pour montrer justement qu'il y a des acteurs qui sont en place en France depuis peut-être 30 ans, 40 ans, voire 50 ans, qui proposent des solutions, mais on n'est pas au courant. On n'est pas au courant parce que l'information n'arrive pas à nous. C'est pour ça que ce que tu fais, c'est important. C'est pour ça que ce qu'on fait aussi, c'est important. Toutes ces personnes-là qui véhiculent des informations, c'est important. Donc il faut communiquer autour de ça. Plus on va communiquer, plus les gens seront au courant qu'il y a un champ des possibles et qu'il y a des solutions. D'accord. Alors, donc, du coup, toi, tu proposes le festival pour l'école de la vie. Donc, ce festival-là, il va se tenir fin septembre 2018, du 21 au 23 septembre, dans ce cadre magnifique où on est d'ailleurs. C'est le château de Flaugergues. Exactement. Je le prononce bien. Donc, il y en aura un festival, je crois, chaque année en septembre. Tout à fait, de toute façon, depuis 4 ans. quelle que soit la date à laquelle vous regardez cette vidéo, voilà, sachez qu'on mettra les liens dans le descriptif. Vous pourrez aller voir un petit peu l'actualité récente. Donc, superbe projet. Donc, développer son ouverture, sa curiosité, sa patience, sa persévérance, s'entourer de bonnes ondes, d'énergie positive, de se rendre compte que voilà, il y a pas, on a un discours, et ben il faut chercher un autre discours, il faut aussi aller un petit peu à la rencontre de toutes ces personnes. Merci pour ce partage sur l'éducation, je trouve que c'est hyper important. Il y a beaucoup de mamans qui nous regardent, beaucoup d'enseignantes aussi. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont profs des écoles, qui sont hyper intéressées par ces thématiques, qui font souvent ce qu'elles peuvent, tout ce qu'elles peuvent. Il faut les remercier. Avec leurs moyens, avec 25-30 enfants par classe, donc c'est très très compliqué. Et du coup, est-ce que tu penses que dans l'école publique, il y a des choses qui sont possibles? Est-ce que c'est encore réservé aujourd'hui un peu à des structures plus cocon, entre guillemets? Est-ce qu'on peut faire des choses? Non, parce que ça bouge énormément au sein de l'éducation nationale et c'est pareil, on n'est pas forcément au courant. Il faut vraiment s'intéresser à ce milieu et discuter avec des acteurs pour se rendre compte que ça bouge. Et c'est vrai qu'effectivement, il faut remercier tous ces enseignants parce que moi, je défie quiconque d'être enseignant juste un mois. C'est vraiment un sacré boulot. Donc, merci beaucoup pour ce que vous faites parce que c'est un travail extraordinaire. Et donc, le postulat de départ, ce serait de se dire, oui, on peut changer l'éducation nationale, globalement, sauf que c'est quand même un sacré mastodonte. C'est vraiment une entité qui est énorme, mais c'est en train de bouger. C'est ça qui est intéressant. On peut changer le système, mais c'est déjà en train de bouger. Et donc, moi, je me laisse imaginer que c'est un peu chronophage. Donc, enfin, chronophage, non, c'est quelque chose. Qu'en gros, c'est en train de se répandre, se diffuser tout doucement. Parce que j'ai tellement d'exemples autour de moi d'enseignants qui font justement ce travail de travailler sur eux-mêmes, parce que la base c'est un peu ça déjà dans un premier temps, c'est de travailler sur soi pour transmettre au mieux auprès des enfants. Donc il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Donc l'idée c'est de travailler parce qu'on a eu ce débat ce week-end, je te disais avec des personnes de ma famille, ma sœur notamment qui est prof des écoles elle-même, et c'est vrai qu'on a eu un petit peu ce débat, est-ce que c'est réservé aujourd'hui à des petites structures privilégiées quand même entre guillemets? Pas forcément, c'est-à-dire qu'on peut agir en fait à tous les niveaux, en tant que parent à la maison, en tant que prof des écoles dans une structure publique, dans une structure privée, en tant qu'accompagnant dans une autre, c'est-à-dire idéologie, non pas idéologie, mais d'autres méthodes pédagogiques. En tout cas, voilà, il y a énormément de façons de faire. Il ne faut pas se limiter à un axe non plus. Je veux dire, il y a une infinité de rayons à une roue, donc on peut avoir le même objectif et une infinité de façons d'y arriver. Et surtout, ne pas se dire « je n'ai pas le choix ». Oui, bien sûr. Parce qu'on a le choix, en permanence, on a le choix, complètement. On a la possibilité de, il faut s'en donner les moyens et c'est possible vraiment pour tout le monde. C'est un super message. Je vous mettrai les descriptifs en dessous de cette vidéo. Je voudrais terminer avec, j'allais dire 3 petites questions rapides. En réalité, il n'y en a plus que 2. La première, c'était le déclic. On a déjà parlé des déclics que tu as eu sur ton parcours parce que je sais que c'est très important à un moment donné. Il y a une prise de conscience souvent dans la vie des gens qui fait que les choses changent. Faut avoir cette petite inspiration. Donc, j'aime ce terme de déclic. On en a parlé. La deuxième question que je voulais te poser, que je trouve aussi hyper inspirante, c'est quel est le
livre de développement personnel qui t'a le plus marqué? Et tu as répondu, je crois, à cette Ouais, question. La prophétie des Andes. La prophétie des Andes. Ouais, parce que c'était... De qui? Quel auteur? Jack Redfield, je crois, quelque chose dans ce goût-là. Je vérifierai, je mettrai en dessous aussi. C'est le premier livre que j'ai découvert, donc jeune, je crois que je te dis, je devais avoir 15-16 ans ou 17-18 ans, quelque chose dans ce goût-là. Et c'est le premier livre en développement personnel que j'ai découvert, et ça, je te dis, ça a tellement confirmé déjà tout ce que je pensais, tout ce que je vivais intérieurement. Tout ce que tu sentais. Ouais, exactement. Que je me suis dit, ah bah merci déjà d'avoir écrit ce livre, et ça m'a amené encore plus à lire d'autres bouquins. Enfin, en tout cas, ça a ouvert ce champ de lecture autour du développement personnel. Ouais. D'accord. En 2 mots, tu peux nous dire, c'est un livre qui est plutôt mystique, plutôt rationnel C'est un roman. C'est un roman. C'est un roman, c'est ce qui est intéressant. Ah ouais, super. Ouais, et c'est un roman qui est très bien amené. En fait, quand tu lis ce livre, à chaque fois, tu te dis, mais c'est que du bon sens. Comme beaucoup de livres en développement personnel, c'est que du bon sens. C'est comme quand tu vas écouter un conférencier et que tu dis, ah ouais, bah oui. C'est évident. Oui, mais j'avais besoin de l'entendre comme ça. C'est ça. C'est ça. Et ce qui est rassurant, c'est de se dire que ce gars-là, il a écrit ce livre il y a peut-être, je vais peut-être dire une bêtise, 15-20 ans en arrière. Donc ça veut dire qu'on était déjà dans ces réflexions il y a bien longtemps en arrière. Et puis si tu remontes chronologiquement, tu vois qu'il y a des acteurs mondiaux qui sont déjà très actifs depuis peut-être une 50aine d'années autour du développement personnel. Et puis on entend un peu parler maintenant parce que voilà, ça sort un peu du lot, quoi. Ouais. Mais c'est un champ finalement qui intéresse beaucoup de gens et qui à l'époque, donc je remonte là en 2003, c'était assez délicat en fait de parler de tout ça. Tu étais vite étiqueté d'un peu de hippie ou de New Age, voilà, c'est ça déjà un peu bizarre. Marginal, et maintenant là donc 2018, on voit bien que les gens sont très ouverts à tout ça, quoi. D'accord. Dernière question que j'ai envie de te poser. Est-ce que tu peux nous citer 3 choses qu'il y a sur ta bucket list? Ma bucket list? Ouais, c'est la liste, la life list, la liste des choses que tu aimerais accomplir avant de mourir. J'en ai 17. Eh ben, les 3 premières. Alors les 3 premières, ouais, mais enfin, il y en a 17, c'est précis, donc tu bosses bien régulièrement, tu y reviens. J'aime bien ça, ouais. Et puis j'aime bien les rayer. Bah là, c'est quelque chose que je vais faire bientôt. Je vais partir aux Seychelles pour mes 40 ans, au mois de décembre. Et c'est quelque chose qui trotte dans ma tête depuis un petit moment. Parce que j'adore la plongée, je trouve que c'est un univers qui est extraordinaire sous l'eau, c'est vraiment un autre monde. Tu en fais? Ah, il y a un calme. Non, en fait, j'ai un peu peur de la plongée, mais rien que le snorkeling, le fait d'être. C'est calme sous l'eau. Est-ce que ça recrée un peu les battements du cœur? Je sais pas, quand on est dans le ventre de sa mère, j'ai l'impression que c'est autre chose. Tu es connecté mais complètement avec toi, ta respiration, ton corps, tout est calme. Et on relativise que, comme tu dis, il y a un autre monde en fait, sous-marin. La terre, en fait, la terre ferme, on va dire, c'est très loin quand on a un poisson. Et donc je trouve que c'est intéressant de changer de ce point de vue. C'est génial. Donc ça, ça fait partie de ma checking list. Il y en a un autre que je vais réaliser bientôt à Narbonne. J'aurais jamais cru d'ailleurs. En fait, je vais faire un TEDx. Félicitations, c'est super. Je trouve ça énorme. C'est des conférences en fait, tu peux présenter un petit peu. Conférences inspirantes. Des conférences inspirantes qui sont à l'échelle mondiale, qui sont en fait c'est un réseau qui est mondial, qui est énorme et qui met en avant des conférenciers qui sont inspirants dans leur discours, dans ce qu'ils mettent en avant. Donc on est venu me chercher pour ça, donc je trouve ça génial. Bravo, tu as déjà choisi le thème? Bien sûr. L'intervention. Et tu veux que j'en parle? Tu as le droit de le dire ou c'est secret? C'est l'école de la vie. L'école de la vie, Et puis le troisième qui est aussi pour moi une histoire dingue, c'est que les maisons d'édition sont venues à moi pour écrire des livres. Donc j'ai 2 livres à écrire et puis on a commencé l'écriture déjà d'un livre. Bravo. Donc super projet. C'est énorme. Donc également sur la thématique de l'éducation, j'imagine, ce qu'on doit enseigner aux enfants. Alors il y a 2 livres effectivement. Il y a un livre qui va être autour de l'éducation et le deuxième livre c'est une espèce de livre qui synthétise le documentaire C'est quoi le bonheur pour vous? Donc aussi très inspirant. Super. Bravo, merci d'avoir répondu à toutes ces questions pièges. Tu as vu, un peu difficile parfois. J'espère que cette interview vous a plu. Il y en aura d'autres. Du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Les Défis des Fizennes. Je vais partager d'autres séries d'interviews inspirantes comme celle-là. Et puis, je mets des descriptifs, plusieurs petits descriptifs vers le site de Julien, vers les événements qu'il anime, vers toutes ces choses-là à venir. Peut-être ta conférence TEDx quand elle sera parue. Voilà, le lien également vers la vidéo YouTube. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci de nous avoir suivi, d'avoir partagé ce petit moment avec nous. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine interview. Salut tout le monde!